Loïc, c'est des circonstances un peu spéciales. À un moment, je pensais que j'allais devoir t'interviewer en prison parce que j'avais pas compris, mais en lisant ton blog, j'ai compris que t'es pas sorti depuis très longtemps. Non, je suis sorti en décembre 2018, mi-décembre 2018, ouais. Ouais. Ton histoire est absolument incroyable. Il y a eu énormément de scandales, d'injustices, de violences policières, etc. Mais la tienne, ça tient, si je puis me permettre, le haut du pavé, quoi. Et il y a des choses incroyables dans ton histoire que moi j'ai découvert en lisant ton blog. J'ai été alerté par des amis à moi, des amis à toi, etc. Comme tu étais en prison, je pouvais jamais te joindre. Et là, je suis ravi. En plus là, tu as l'air plutôt en forme quand je te vois. Donc Ça va à peu près, ouais. je peux dire ton nom ou parce que Oui, non, vas-y, tu peux dire le nom, il n'y a pas de souci. Ouais. Parce que c'est toujours Loïc Citation, mais tu t'appelles Loïc Schneider. C'est Loïc Schneider, ouais. C'est ça. En fait, tu habites Nancy ou dans la région? J'habite à Nancy, en Lorraine. Et là, actuellement, je suis à Hambourg parce que je suis bloqué. Je dois travailler 2 jours par semaine et je dois pointer aux audiences, ce qui fait que je peux pas vraiment me déplacer. Puis il y a eu le coronavirus après. Donc en fait, pour moi, c'est un peu comme si j'étais encore enfermé. Alors, je résume, mais après, on va rentrer dans le détail. Ouais. Quoi. En fait, au G20, tu fais comme tout le monde, tu manifestes. Enfin, ça peut être violent, on rentrera dans le détail après. Et puis, tu te fais gauler, attrapé par la police française qui t'envoie en Allemagne, où tu fais de la prison, et en ce moment, c'est ton procès. Et je trouve que, à la fois dans ton parcours, à la fois dans ce qui t'arrive, c'est à la fois d'une violence à ton égard, et c'est la manière dont tu as été arrêté, la manière dont les policiers se sont comportés, la longueur du procès, le silence des médias. Enfin, il y a énormément de choses à dire sur ton cas. Et voilà, je voudrais qu'on en parle. Peut-être on peut commencer par tu racontes le G20. Donc, d'abord, toi, ton portrait. Là, aujourd'hui, tu as quel âge? Tu as 25? Non, j'ai 24 ans. 24 ans. Et donc, à l'époque, en 2017... J'avais 21, j'avais. 2017, tu as 21 ans et tu es étudiant. J'ai commencé la première année d'études de droit. Mais ça remonte à 2015 déjà, 2014-2015. Et en fait, là, j'ai eu un premier procès. C'était suite à une opération contre les grands projets inutiles et imposés. C'est tout ce qui est Notre-Dame, Bure, Notre-Dame-des-Landes, Sivins, la ligne TGV Lyon-Turin aussi. T'es militant, comment tu es associé à un mouvement politique ou Au début, du coup, c'était juste à travers Anonymous. C'est un petit peu tout le monde doit un peu connaître, mais c'est un mouvement qui est très décentralisé. Enfin, il n'y a pas vraiment c'est pas très organisé. Et du coup, moi, je faisais des vidéos et j'écrivais des textes. Ils m'ont retrouvé parce que j'ai laissé des traces aussi. Et puis, des fois, il y avait des cibles aussi que je désignais. J'étais accusé d'avoir désigné des cibles. Et donc, c'est un gros procès pour complicité. Et c'était 7 agents de la DGSI qui étaient venus en avril 2015. Et donc j'ai eu une grosse garde à vue, un gros procès, et après j'ai eu une interdiction de métier, de niveau B2, quasi judiciaire B2. Tout ce qui est interdiction de métier? Alors, interdiction de métier, ça veut dire que on estime que tu peux pas passer des métiers dans le domaine public, pas faire de concours, parce que tu as porté atteinte à l'État. Parce que dans les sites qui ont été attaqués, c'était des sites de l'État, des sites institutionnels. Donc on estime que tu es plus capable moralement. Enfin, je sais pas, c'est un peu un truc un peu bizarre. Et t'avais attaqué quoi comme site? Du coup, alors c'était accusé. Donc, il y avait le conseil régional de Lorraine, le conseil général de la Meuse, le site internet de l'Andra. Il y avait aussi Rémi Fraisse dans la même époque, et juste après, du coup, il y a eu beaucoup d'attaques sur la préfecture de police de Paris, par exemple. Ouais. Mais c'était des attaques genre jet de peinture contre la façade, manif devant, ou c'était des choses... Non, c'était... là, on était toujours sur le domaine informatique. Là. Ah, ok, pardon. Ouais, non, désolé, c'est moi qui Du hacking. C'est ça, mais moi, j'étais vraiment pas du tout dans le hacking, en fait. C'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis fait arrêter, parce que je suis pas doué là-dessus. Et moi, je faisais vraiment que des vidéos, des textes. C'était un peu le côté information, contact des médias aussi pour relier. D'accord, donc tu te fais serrer une première fois, après tu reprends ta vie à peu près normalement en militant du côté des zadistes plutôt, on peut dire ça de Mais c'est juste que du coup, je peux plus faire le métier d'avocat, donc je fais appel aussi parce que j'ai l'interdiction de métier. Je leur dis, mais écoutez, moi je voudrais continuer mes études, et du coup en appel, ils confirment la peine. Donc c'était 4 mois de sursis. C'était pas beaucoup, il y avait énormément de gens qui étaient venus pour ce procès parce que je risquais 10 ans. La presse avait fait des gros titres à l'époque locale. Du coup, il y a plein de gens de ma ville, des amis du lycée qui étaient venus. Et t'étais à quel lycée à Nancy, toi? J'étais à Poincaré et j'ai changé après à lycée Stanislas. Arrive le G20 à Hambourg et tu pars avec des copains à toi, des Français, et vous vous retrouvez. Non, je suis allé tout seul en plus à ce moment-là. Ah ouais, t'es du genre... C'est ça aussi qu'ils ont pas bien compris. Mais qu'est-ce qui te prend à faire ça? T'es un pour Lonesome Cowboy ou t'es un moment de... Mais pourquoi tu
Tu pars tout seul comme ça, tu te dis. Non, Bon, bah ouais, non, mais moi, En fait, ce qui m'indigne beaucoup, moi, personnellement, c'est quand j'avais remarqué que quand j'habitais à Nancy, c'était à travers des news, hein, j'avais découvert Bure, en fait. Et je n'en avais pas entendu parler à l'école, pas dans les médias. Et moi, ce qui m'indigne, c'est ça, c'est qu'au niveau local, en fait, on n'a pas de prise sur nos vies, sur l'endroit où on est. Il n'y a pas de pouvoir au niveau local, en fait. Et il n'y a pas d'organisation vraiment citoyenne qui ont un poids. On se fait juste démonter par le côté national, par les entreprises, par les multinationales. Et pour moi, le G20, c'est vraiment le concentré de tous les États les plus riches, du pouvoir centralisateur, de ceux qui se disent qu'ils peuvent trouver plein de solutions et qui sont les responsables de la situation qu'on connaît actuellement dans le monde. Dans la hiérarchie des responsabilités, c'est eux qui tiennent le haut du pavé, on va dire. Et du coup, j'y suis allé vraiment pour ça, quoi, parce que moi, c'était pas très loin, c'était à Hambourg, et du coup, je suis resté les 4 jours de là-bas, là-bas. Et je m'étais dit aussi, ça va être plutôt cool, parce que plein de gens disaient en Allemagne, c'est la désescalade. Mais quand je suis arrivé dès le premier jour, j'ai halluciné, c'était la manifestation Welcome to Hell. J'étais un peu à côté, et donc il y avait la manif qui commençait, tranquille, quoi. Mais vraiment rien de violent qui se passait. Et là, il y a les canons à eau qui arrivent, ils parlent en allemand, et les policiers sont tous cagoulés, ils n'ont pas de numéro d'identification, donc ils sont assez bourrins, quoi. Et là, ils commencent à charger de tous les côtés, vraiment, la manifestation, et les gens, ils peuvent plus s'échapper. Donc, ils sont obligés d'escalader un grand mur. Il y a des vidéos qu'on voit, et t'as des milliers de personnes qui escaladent ce mur. Pendant ce temps, t'as les autres qui se font tabasser, mais vraiment par des coups de matraque à la tête. Il y a plusieurs dizaines de blessés, rien que le premier jour, très grave à la tête, avec les ambulances qui circulaient. Enfin, moi, j'ai halluciné, quoi. Et j'ai bien aimé parce que on dit des escalades, mais là, moi, j'ai vu des gens escalader un mur, quoi. Et puis, t'avais des violences policières de tous les côtés. Et du coup, et à partir de là, en fait, c'est passé. J'ai vraiment senti qu'il y avait une espèce de rage et une explosion de rage dans plein de gens, quoi. En fait. Et après, donc, il y avait 30 000 policiers qui étaient déployés dans la ville de Hambourg. Et ils l'ont fait dans un quartier qui est aussi très alternatif, juste à quelques pas d'un quartier très alternatif, un peu qui est déjà dans la gauche en général. Et du coup, il y avait énormément de gens dans les rues, quoi. C'était juste immense. Et là, toi, on va dire que tu jettes quelques pavés, tu jettes des pétards, enfin, qu'est-ce qui... plus dans le concret. Non, j'ai aussi participé à d'autres actions. Il y a des vidéos d'ailleurs de la police aussi, on me voit faire ça, où je fais des sittings non violents, donc je m'assois. En fait, parce que tu avais les voitures vitres teintées, des grosses voitures riches, où tu avais les participants du G20, parce que c'était interdit de circuler, c'était que les policiers qui pouvaient circuler dans les rues, et que les participants du G20. Du coup, c'était assez simple de voir qu'il fallait bloquer dès qu'il y avait une voiture un peu Mercedes vraiment très très riche, quoi. Et du coup, plein de gens arrivaient dès qu'ils voyaient ces voitures, ils se mettaient devant, ils se mettaient assis, ils les bloquaient. Et plusieurs fois, je crois que j'ai bloqué une fois une voiture de l'Arabie Saoudite. Et du coup, les policiers après ils venaient et ils t'enlevaient, quoi. Et là, j'ai remarqué vraiment un truc, c'est que des fois, t'avais des médias qui étaient là, des médias allemands, qui filmaient un peu comment ça se passait. Et il y avait vraiment l'attitude de la police qui changeait en fonction de s'il y avait des médias qui filmaient ou pas, quoi. Genre, là, ils avaient pris vraiment 30 minutes pour nous virer, on était une cinquantaine. Et juste 30 minutes après, 3 rues plus haut, on est un groupe, on est une centaine. Et là, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien. Et du coup, il y a les flics qui arrivent, on se dit, bon, ça va, on va tenir quand même assez longtemps. Et en fait, on se fait démonter en 30 secondes. Genre, ils nous donnent des coups de pied. Moi, il y a quelqu'un juste à côté de moi qui s'est pris un gros yeux beurre noir, qui s'est foutu des coups de poing dans la tête. Moi-même, on m'a foutu des coups de pied sur moi. Et genre, tout le monde s'est barré en 30 secondes et c'était horrible, quoi. Et après, il y a eu une espèce de, petit à petit, au fur et à mesure des journées, parce qu'il y a des lenders différents en Allemagne, avec des polices différentes un peu. Et chacun a un peu sa manière de faire en manifestation, quoi. Ce qui fait que tu peux te retrouver avec une police qui va être plutôt, pas non plus trop violente, pas non plus trop douce, mais je veux dire qui est quand même qui te respecte un tout petit peu, quoi. Et par contre d'autres polices qui te détestent plutôt droite, extrême droite. Et en fait, du coup, les gens, ils regardaient, ils captaient le logo et tout, ils disaient, ah, faites gaffe, non, ça c'est les flics de Slane, faut se barrer, là, on peut pas, ça, ils vont nous démonter. Après, ils disaient, ah non, c'est bon, vous pouvez rester. C'est assez drôle, c'est un peu différent de la France. Mais sinon, ils avaient aussi des genres de LBD, en fait, c'était assez nouveau. Je viens de faire d'ailleurs une compile des violences policières pendant le G20. J'ai pris 10 heures à le faire, là, hier. Et parce que pour moi, c'était important de le dire, vu que l'ancien maire de Hambourg, il avait déclaré après le G20 que ceux qui ont fait des violences, ce sont ni les policiers, ni les organisateurs du G20. On t'accuse on va y arriver, de deux choses, un pétard lancé dans une banque ou une succursale de banque et des jets de canettes contre des policiers. C'est deux choses-là qu'il y a dans l'acte d'accusation. C'est ça, ouais. Donc d'abord, c'était les accusations pour les bouteilles de bière. En gros, c'était pas loin de Rotaflora, un des derniers squats de Hambourg. Et là, donc les policiers tournent en rond autour plusieurs fois, je comprends pas très bien, et puis ils matraquent vraiment tout le monde sur les bords, y compris dans les bars. J'ai vu des gens se faire tabasser dans les bars qui étaient en train de boire une bière. Et ça, c'était la première fois que je voyais ça, qu'ils allaient carrément dans les bars ou dans les trucs. En France, ils vont dans les McDo, donc tu vois. C'est vrai, j'ai vu ça dans les Gilets jaunes après, ouais. J'ai vu des vidéos.
Mais et même des journalistes aussi, et pareil, des gens qui se faisaient pousser dans des buissons ou dans des coins et qui se faisaient vraiment démonter par la police, quoi. Et souvent ils vérifient aussi, ils regardent juste avant qu'ils tapent et après ils se mettent à taper les gens s'il y a personne qui filme, quoi. Et donc à un moment donné il y a encore une personne qui se fait tabasser et là j'avance un peu, je crie d'indignation, quoi. Et il y a un policier qui me gaze au visage alors qu'il était en train de démonter quelqu'un avec une matraque, quoi. Là j'en peux plus, quoi. Du coup j'envoie, il y avait 2 bières devant moi, quoi. Je les prends, je les jette vers la police. Et après, bon, on voit sur une vidéo qu'elles arrivent même pas à atteindre les policiers, les bouteilles de bière. Un peu plus tard, en fait, je pose un moment donné mon sac juste 3 secondes. Après, je me retourne et mon sac il est plus là, quoi. Et en fait, il y a quelqu'un qui l'a pris et c'est une personne qui va le donner ensuite aux policiers, quoi. Ça, c'est l'Allemagne aussi. Genre en manif, tu poses ton sac 5 secondes et après tu le retournes, il est plus là et en fait, ils le volent pas. C'est pour le donner aux policiers, quoi. Mais il les donne aux policiers pourquoi? Pour te serrer ou pour... Bah, je sais pas. Je me demande même si c'était pour identifier ou pour parce que. Mais les gens qui font ça, c'est des policiers infiltrés. Peut-être parce que je sais pas vraiment. Parce que par exemple, la vidéo qu'on voit de moi en train de jeter une bouteille de bière, elle est vraiment bizarre par contre. C'est une vidéo où on voit le gars qui filme ses pieds. Donc il filme ses pieds pendant tout le temps, quoi, dans 5 minutes. Et à un moment donné, il lève la caméra au moment où je jette les bouteilles de bière et il est à 1 mètre de moi, quoi. Et après, dès que j'ai fini, il tourne vite fait la caméra, quoi. Et on lui a posé la question, il y a des avocats qui ont posé la question, mais pourquoi vous filmez vos pieds en fait dans une manifestation? Puis il fait non, mais je savais pas que je filmais en fait, je réalisais pas. Oui, mais pourquoi du coup vous avez monté votre téléphone très vite et après vous l'avez rebaissé? Et là il était en sueur, il savait plus trop quoi dire, il dit non mais je sais pas, ça avait bugué. Et la manière dont il marchait, dont la vidéo est prise, moi pour moi ça ressemble vraiment beaucoup à un policier infiltré. Ouais. Donc il y avait sûrement des gens, peut-être pas qui me suivaient, mais qui étaient parce qu'en fait, lui, ces images-là, il les a balancées sur Internet et c'est comme ça non, il les a directement données aux policiers. C'est des vidéos. Ah, carrément. Donc oui, ok. Et le pétard alors? Et le pétard, après, ça, c'est une autre manifestation aussi qu'il y a eu à un moment donné. Donc, c'est dans un quartier bourgeois de Hambourg qui s'appelle Elbchaussee. Et donc là, il y avait aussi une manifestation où il y a eu pas mal de dégâts. Et là, je suis accusé du coup d'avoir jeté un pétard dans une entrée de banque. Mais sur cette accusation, en fait, je me suis pas encore prononcé dessus pour dire en fait si c'était moi, si c'était pas moi, s'ils se sont trompés. Parce que en fait, c'est quelqu'un qui est cagoulé, quoi. Donc on voit rien du tout. Et le procureur, il dit si, je le reconnais à sa manière de marcher. C'est lui, je suis sûr. Ah, okay. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Non, je savais pas. Je pensais que tu avais admis que c'était toi. Non, te reconnaissais sur la vidéo. En fait, j'ai fait un peu ce truc pour faire un peu pression aussi sur le tribunal et dénoncer cette accusation parce que du coup, je suis accusé de tous les dégâts qui sont passés à cette manif avec 4 autres personnes. Et j'ai dit, en fait, moi, je parlerai plus sur cette accusation. Attends, si vous limitez l'accusation à ce que j'ai fait seulement personnellement. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est toi les réquisitoires sont très durs à ton égard parce que les 4 autres sont des Allemands et ils ont des peines autour de 2 ans de prison ferme. 3 ans et 2 ans et demi, ouais. Et toi, tu te prends 4 ans ferme plus 9 mois. Ouais. C'est absolument énorme, quoi. Mais en fait, ce qui est un peu parce que bon là, limite on pourrait dire vu qu'il y avait les bouteilles de bière et il y avait les pierres aussi que j'ai lancées un peu plus tard contre un canon à eau. Il y avait une grand-mère qui était là et elle était bloquée en plein milieu de la route et du coup, enfin pas une dame âgée, je sais pas si c'est une grand-mère. Et du coup, je viens vers elle, je l'aide à aller sur le bord. Et on se prend un jet du canon à eau, quoi, directement sur la grand-mère. Et ça m'a fait péter les plombs aussi un peu. Du coup, j'ai jeté après aussi 2 bouteilles de pierre sur un canon à eau. Et en gros, voilà, ça c'est les accusations. Et sinon, les autres, en fait, ce qu'il faut quand même dire, qui est très important, c'est que les autres sont accusés seulement d'avoir pris part à la manifestation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ils sont pas accusés d'avoir fait des violences activement. Là, on est en 2017. La manif, c'est quand? C'est mai 2017, juin ou non, c'est juillet 2017. C'est juillet 2017. Toi, après la manif, tu rentres chez toi, à Nancy, chez tes parents? Ouais, je crois. Ouais, ça. Bon. Non, mais je te demande pas où tu rentres. Oui, c'est ça. Oui, parce que je sais comment tu te fais arrêter. C'est pour ça. Et je voudrais lire, parce que ce qu'il faut que je dise, c'est que tu écris très bien. Et non, c'est vraiment, t'écris bien. Tu as de l'humour. Tu racontes ton arrestation. Tu dis, j'ai été arrêté quelques jours après l'anniversaire de mes 22 ans, en août 2018. Donc, on est 1 an plus tard, 1 an et 1 mois plus tard. Les policiers ont défoncé la porte de la maison de mes parents en criant « Ma petite sœur a dû se mettre à genoux, les mains sur la tête ». En entendant la porte se fracasser, j'ai eu dans mon esprit des images de violences policières lors d'interpellations, de comment les policiers se lâchent et frappent les personnes. J'ai pris peur et je suis passé par le toit en finissant dans le jardin des voisins et j'ai rejoint l'autre côté du lotissement. Mais la police avait bouclé l'ensemble du quartier et une personne qui marche en chaussettes sur la route est très vite suspectée. Un policier en civil se met à courir après moi, c'est pas marrant, mais ça me fait marrer, en criant « Viens ici, petit merdeux ». Ayant ressenti dans sa voix une certaine animosité, je juge préférable de ne pas répondre à son invitation qui, si c'était moi qui lui avais dit « merdeux », relèverait de l'outrage.
Je me retrouve alors dans le jardin, puis le garage d'un voisin pris au piège. Étant contre le mur, contraint d'attendre que le policier arrive, ce dernier me saute dessus et me tord le poignet droit alors que je me laisse faire. Je lui fais la remarque de sa violence inutile et il me réplique « Estime-toi heureux que je ne t'ai pas tiré dessus. » Vu sous cet angle, je m'estime effectivement heureux d'être encore en vie. Il est vrai que de nombreuses interpellations policières ont comme fâcheuse tendance à se transformer en peine de mort. Mais ce triste sort est davantage réservé aux personnes racisées habitant dans les quartiers populaires. En France, il ne passe pas un mois sans décès lors d'interpellations. La porte du garage finit par s'ouvrir, des policiers, gendarmes, baqueux et civils cagoulés apparaissent, armes automatiques à la main, peut-être 30 membres des forces de l'ordre. Donc là, on est dans un quartier de Nancy, ou c'est Toul, ou c'est Nancy ? Laxou, juste à côté, ouais. Ouais, c'est Laxou. Et toi, t'es peinard chez toi, tu t'attends pas du tout à ça à ce moment-là. Tu sais que t'étais recherché ou pas ? Non, je savais, parce qu'en fait, il y a un texte que j'ai écrit aussi avant, peut-être tu l'as pas lu celui-là, c'est Je choisis la cavale, qui a été posté sur Mediapart, sur le blog. Et en fait, ça faisait 3 mois que j'étais recherché. Donc il y a eu là, une grande perquisition déjà en mai 2018. Moi, j'étais arrêté en août 2018. Une perquisition simultanée en France, en Allemagne et en Suisse. Donc les 4 d'Allemagne se sont fait arrêter. Moi, j'étais pas chez moi, j'étais dans la forêt en train de faire pousser des légumes. Et donc j'ai continué à faire ça pendant 3 mois parce que je voulais pas. Je voulais continuer à faire pousser des légumes, je voulais pas aller dans ce truc complètement délirant. Surtout que en fait la Suisse, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu la perquise. Et au moment où les autorités suisses ont dû les rendre, du coup les donner aux autorités allemandes, là ils ont regardé les accusations. Et ils ont dit mais attendez, en fait là c'est pas clair les chefs d'accusation, on refuse de vous les donner. Donc actuellement il y a toujours des personnes qui sont sous mandat d'arrêt européen, mais en Suisse. Vu que la Suisse n'est pas protégés par l'indépendance de la Suisse. Helvétique, ouais. Ce qui n'est pas le cas en France. Donc il y a 4 Ce n'est pas le cas en France. Il y a toi. Mais ce qu'il faut dire, et ce que je trouve absolument scandaleux dans ton histoire, c'est que tu te fais rattraper parce qu'il y a un flicage, une reconnaissance faciale. On a l'impression d'être en Chine, il y a des caméras partout. Et donc on t'attrape à cause de ça. Ouais, alors en fait, c'est un système GAS, GAS, c'est un système de reconnaissance faciale qu'ils ont utilisé pendant le G20. D'ailleurs, au G20, il y a la Chine qui est là, donc ils sont sûrement inspirés de la Chine. Et ça fait un peu scandale aussi en Allemagne, donc ils ont effacé les bases de données. Mais par exemple, moi, dans mon procès, j'ai 80 gigas de vidéos. On me voit moi, sur ceux qui disent que c'est moi, sur la gare, marcher dans la rue, c'est assez ridicule les vidéos qu'ils ont. Et donc ça marche en fait après comme ça. Il y a un policier qui avait expliqué. Donc il y a un logiciel qui est dans un pourcentage de chances qui pense que ça peut être moi. Et après c'est un policier qui choisit, qui confirme si oui ou non c'est vraiment moi. Et nous, ce qu'on avait demandé, c'est d'avoir justement la totalité de ces pourcentages pour savoir s'il n'y avait pas à un moment donné un pourcentage faible. Et en fait là oui, en effet vous avez vraiment confondu. Ou si les policiers ont à un moment donné juste fait des fausses manips. Enfin bref. Donc, ils font cette opération de fichage et de flicage. Ils arrivent à te retrouver. Ils arrivent chez toi. Là, tes rapports familiaux, tes parents, tout ça sont assez cool avec toi ou ils se oui. Non, ça va. Mes parents, c'est pas la première fois que je me prends une garde à... Enfin, que je me prends une perquise. Il y avait déjà du coup la DGSI, 7 agents de la DGSI, la Direction Générale de Sécurité Intérieure, quand il y avait des attaques informatiques. C'était pas la première fois malheureusement qu'ils y dans la maison. Mais ils étaient pas là d'ailleurs, mes parents. Mais le truc, c'est que toi, tu les nargues un peu. Enfin, c'est-à-dire, tu leur fais des petits bras d'honneur par Internet, par tes textes, etc. Ça les énerve, en particulier les policiers français. Ça les énerve, ça doit être... Mais moi, c'est ce qui me permet aussi de ne pas m'effondrer, quoi. C'est d'arriver un peu par la blague à s'en sortir. Enfin, c'est une sorte de thérapie aussi pour moi. Une thérapie. Ouais, carrément. De fait de pouvoir dire les choses et de pouvoir d'une certaine manière les tourner en ridicule et le faire d'une manière humoristique, parce que c'est vrai que c'est complètement dingue. Ah d'ailleurs, juste un truc aussi que je voulais te dire, c'est que pendant qu'il y avait les investigations, donc oui, déjà aussi ils ont pris mon sac à dos à un moment donné. Enfin, ils ont retrouvé mon sac à dos et dans mon sac à dos il y avait ma carte d'identité. Et sinon ils sont aussi à un moment donné il y avait la police de Hambourg qui est allée à Bure rencontrer la police de Bure. Là où il y a le projet d'enfouissement des déchets nucléaires. Et ça, c'était c'était pendant les investigations encore. Et là, il y avait donc une rencontre avec aussi des hauts gradés de la police, notamment un avec qui j'avais déjà eu des problèmes parce pendant une manifestation, il m'avait interpellé, il m'avait étranglé, et puis après, il a dit que c'était une diffamation. Du coup, j'ai eu un autre procès pour ça.
Enfin bref, je rentrerai très dans les détails si tu veux, mais et du coup lui il a participé à l'identification. Donc déjà ça c'est bizarre, c'est que et même le jour où je me suis fait arrêter, à vrai dire, je me suis pas fait arrêter par la police de Nancy, je me suis pas fait arrêter par la police de la région quoi, je me suis fait arrêter par la police de Bure, genre ils sont de Commercy quoi. Mais les 30 flics qui sont venus, il n'y avait pas que des flics de Bure. Il y avait peut-être pas que des flics de Bure, oui je pense. Mais en tout cas, ceux qui m'ont parlé et qui étaient le plus présents à côté de moi, c'était des gendarmes. Les gendarmes de Bure quoi, de la cellule de Commercy. Et donc en fait moi j'ai été amené en garde à vue à Commercy pour le G20 quoi. Et d'ailleurs pendant le trajet, ça c'est dingue aussi. Je pense qu'il a dit ça pour me faire peur parce qu'ils ont probablement rien, c'est juste pour faire peur. Mais il m'a dit c'est très bien, ton procès sur le G20 ça va salir ton image et ça va nous servir quand tu reviendras parce qu'on va te remettre en garde à vue pour Bure pour d'autres choses. Là, enfin quand tu te fais arrêter, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Enfin d'abord il y a ta petite sœur. Enfin elle a quel âge ta petite sœur? Parce qu'on sent que tu es très attaché à elle. Elle avait 19 ans. Ah oui, elle est pas si petite que ça, mais quand même elle est très marquée par tout ça quoi. Enfin et d'ailleurs ils veulent te faire ils te mettent des menottes et ils veulent que tu laisses tes chaussures avec tes menottes. Ouais, le passage là, il est ouf. Ouais, c'était. J'arrivais pas, j'avais les mains derrière le dos. C'est en déclaration. Ouais. C'est un peu compliqué, quoi. Mais elle était vraiment incroyable. Enfin, elle était très. Je l'avais jamais vue comme ça, ma petite sœur. Elle était très forte à ce moment-là et moi, ça m'a fait. En fait, elle a carrément dit aux gendarmes. Ce qui se moquait de moi, j'arrivais pas à faire mes lacets, quoi, avec les menottes. Elle dit, mais enlevez-lui les menottes, laissez-lui mettre ses lacets, quoi. Ouais. Et là, direct, bam, il y avait un espèce de, ils se moquaient plus, ils regardaient le sol, ils étaient gênés, et il y a un policier qui m'enlève les menottes, quoi. Et ça, c'est juste, enfin, il y avait une puissance dans sa voix, ça m'a. Et raconte-moi, à ce moment-là, les policiers de France, tu vas aller en prison en France et après tu vas aller à Hambourg. Comment ça se passe? Du coup, je reste un mois à Maxéville, la prison de Maxéville à Nancy. Et là, il faut en fait juger sur la légalité du mandat d'arrêt européen, donc s'il doit être extradé ou pas. Donc là, en gros, si j'étais suisse, je serais probablement sorti, vu qu'ils n'ont pas voulu faire sûr. Mais bon, nous, la police et l'institution a voulu suivre, donc il y a eu un procès. Et oui, ça c'est dingue aussi. Genre quand j'étais amené du procès de la prison jusqu'au procès à Nancy, c'est les hérisses cagoulés, donc c'est les unités un peu d'intervention spéciale dans les prisons qui viennent quand il y a des gros problèmes, quand t'as des grosses fights. Donc c'est des gros mastodontes, tout habillés en noir, cagoulés, avec des grosses armes automatiques à la main, et ils parlent pas et tout. Et du coup, je dû mettre à poil devant eux, ils me fouillaient, enfin c'était n'importe quoi. Après, je rentre dans les 4x4 blindés, on prend toute la route pour se déplacer dans une formation en diagonale avec l'arme à la fenêtre. T'es carrément le terreau, quoi. C'était n'importe quoi. Alors que je sais pas, tu es peut-être grand, mais t'as non, pas je suis très balèze, complètement fin. Ouais, j'ai maigri en plus. Je suis très fin. Et du coup, il parle pas. Et là, à un moment donné, on est dans une pièce d'attente juste avant le procès, quoi. Et il y en a un, il bouge ses jambes comme ça, il se sent pas très bien. Je sais pas, il est un peu tracassé, un héris, quoi. Et du coup, il y en a un, il me fait, tu sais que tu coûtes cher. Et du coup, je comprends pas très bien pourquoi il se met à me dire ça là d'un coup. Et je me dis, ah ouais, en fait, il a l'air d'être un peu gêné peut-être par la situation. Il se dit, qu'est-ce que je fais de ma vie? Du coup, je me dis, je vais répondre à sa question. Je vais trouver un argument, quoi. Et là, je fais, mais est-ce que vous savez qu'à Bure, il y a 40 millions d'euros qui sont donnés chaque année en Meuse pour faire accepter le projet d'enfouissement des déchets nucléaires? Et là, il dit, mais qu'est-ce que j'y fasse? Je fais, non, je voulais rien, je voulais juste rappeler ce qui coûte cher, quoi. Et après, il a plus rien envie de dire. Mais bref, après, du coup, j'avance avec les deux hérisses cagoulés, un à ma droite, un à ma gauche, en plein milieu du tribunal, il reste aussi là, il reste présent. Et même quand j'étais devant un juge, et là, il y a mon frère qui m'appelle, qui est pasteur, et il me jette un petit bout de papier, parce qu'on ne pouvait pas se parler depuis le début, et du coup, il y avait un mot d'encouragement dedans, quoi. Et j'arrive à le rattraper avec les menottes. Et lui, il a crié mon frère, et tout ça, ça a été relié aussi avec l'Est républicain qui avait fait un papier à l'époque, il était présent dans la salle. Et je me suis fait plaquer au sol, il a appuyé très fort sur mon cou pour que je lâche le papier. Et après, l'audience a repris. C'est n'importe quoi. L'État français décide de te donner à la justice allemande. Et tu as fait combien de mois de prison en France? 1 mois de prison en France. Et là, à Hambourg, quand tu arrives en Allemagne, tu te dis, bon, qu'est-ce que tu te dis d'ailleurs? Qu'est-ce que je me dis? Ouais. Waouh. En fait, déjà, j'avais pas très bien compris ce qui se passait parce que déjà, je m'étais dit qu'il s'était trompé aussi. Vu que l'accusation, quand ça a été lu dans le tribunal à Nancy, ils ont dit en gros que j'étais accusé d'avoir brûlé des voitures, je crois 19 voitures, je sais pas quoi, et blessé quelqu'un dans un bâtiment, enfin n'importe quoi. Et du coup, je me dis non, ils ont vraiment dû se tromper de personne, ça va pas, il y a des choses qui vont pas là. Et
Et ça me tracasse pas mal. Mais ouais, quand j'arrive, je sais pas, c'est le gros choc. En plus, je comprends rien quand on me parle parce que je parle pas allemand. Et c'était juste horrible. Et le transfert aussi était horrible. Mais ça, je le raconte en détail. Ouais, je sais, je l'ai lu sur ton blog. Mais là, à ce moment-là, tes parents te soutiennent, tes amis, un réseau commence à se constituer. Comment dire, c'était un peu préparé. Tu t'attendais à être arrêté, donc tu te dis, je vais sortir assez vite, ça va s'arranger. Ou c'est ça ton état d'esprit? Je regardais vite fait quand même un peu les médias aussi en Allemagne quand il y a eu la grosse perquisition du coup en Allemagne et en France. Et j'ai vu qu'ils voulaient en faire un truc assez gros quoi. Donc, je sentais quand même que ça allait devenir un peu un gros procès, surtout qu'il y avait cette nouvelle conception de t'accuser de choses que tu n'as pas faites, mais parce que tu serais présent, on t'accuse de tous les dégâts en fait. Et ça, juste très rapidement, c'est des choses qui sont passées aussi en 1894, quand il y a eu les grosses grèves qui ont commencé à faire vraiment un peu peur au pouvoir. Ils ont aussi créé des nouvelles formes de complicité, provocation directe, provocation indirecte. Enfin, ils ont créé un peu un truc plus large. Juste si t'es pris dans la manif, t'es accusé. Et c'était pareil dans les années 70, après mai 68. Il y avait aussi cette conception de t'accuser de choses que tu n'as pas faites dans les manifestations. Et des gros procès de juste si t'es dans une manif violente, t'es accusé de tout ce qui se passe à côté, quoi. Et finalement, ces choses-là, en fait, ça a disparu parce que c'était des atteintes. Mais quand tu arrives en Allemagne et en prison, la procédure judiciaire commence parce que c'est pas comme en France. Ça se passe comment? Quand tu es extradé, tout de suite, tu es mis en examen, comme en France, t'es en préventive, ou est-ce qu'il y a un procès? Enfin, comment ça se passe? Je suis en préventive et le procès, non, il commence seulement en décembre 2018. Donc, j'arrive en Allemagne en octobre 2018. Et le procès, il va durer. Je suis toujours pas fini d'ailleurs. Donc, le procès, il commence en gros au début des Gilets jaunes, quoi. C'est un peu ça. Et après, il se termine là en juillet 2020, quoi. C'est 70 journées d'audience, c'est complètement dingue. Et en gros, il a duré longtemps aussi parce qu'il fallait faire une reconstitution vu qu'il y a eu beaucoup de mensonges policiers dans les rapports qui ont été dévoilés au tribunal. Genre, il y a des témoins qui devaient venir témoigner de ce qui s'est passé et ils disaient, par exemple, la juge posait la question, est-ce que vous avez dit ça là, ce qui est marqué dans le rapport de police? Et les gens ils font, ah non, pas du tout. Mais d'ailleurs, c'est même pas moi, ça, c'est pas possible parce que j'étais pas là, j'ai pas pu voir ça. C'est un procès, mais qui dure un temps fou, quoi. Enfin, il y a des rendez-vous judiciaires réguliers, t'es entendu. Enfin, c'est complètement ubuesque, quoi. C'est à la fois Kafka et Ubu, quoi. Et en fait, pour 5 personnes qui ont jeté des cailloux sur des flics, parce qu'il y a quelque chose de non, les autres sont accusés de rien. En fait, non, juste ça, il faut vraiment insister. Les autres sont même pas accusés d'avoir jeté quelque chose de rien, juste d'avoir marché dans la manifestation. Et ils ont été identifiés comme ayant marché dans cette manifestation. Et je pense, moi, s'ils mettent autant aussi et s'ils veulent autant criminaliser, c'est peut-être aussi parce que c'était dans un quartier bourgeois, en fait. Et la plupart du temps, ça dérange peut-être pas trop quand c'est dans des autres quartiers, mais quand c'est dans un quartier bourgeois, peut-être que là, il y a quelque chose qui dérange aussi. Je sais pas. En tout cas, là, il y a une grande démesure. Mais personne n'est accusé vraiment dans cette procès, ça c'est important de le dire. Personne n'est accusé d'avoir blessé quelqu'un. Ah oui, il y a eu, c'est un pétard, des cailloux, Voilà. enfin pour toi d'ailleurs, et alors ce qu'il faut dire dans le timing, c'est que tu as fait combien de temps de prison en Allemagne? J'ai fait presque 2 ans, non? 15 mois. 15 mois de prison en Allemagne et 1 mois en France. 15 mois, t'es sorti en décembre, et là le procès continue, donc régulièrement tu vas au tribunal, t'es assigné à résidence, tu peux te balader un peu, tu peux sortir? Non, je peux me balader, je peux même aller en France, mais il faut que j'arrive à trouver le timing entre les heures de boulot et les heures de présence au tribunal. Parce que t'es obligé de travailler, ou c'est un boulot que tu te fais c'est une obligation. Non, c'est une obligation du contrôle judiciaire. C'est quoi le boulot que tu fais? Jardinage, dans les propriétés ou la voie publique, c'est quand des fois il faut couper un peu le gazon ou je sais pas quoi. D'accord. D'ailleurs, tu sais, la machine là qui tourne et que tu tiens comme ça pour enlever un peu les mauvaises herbes, ça tourne comme ça. Ça s'appelle Freischneider en allemand. Libre Schneider, ouais. Voilà, Schneider libre. À chaque fois que j'utilise, je suis trop content. Là, tu as eu un procès qui se termine maintenant. C'est-à-dire qu'on a eu droit au réquisitoire. Toi, tu as dû prendre un avocat en Allemagne. Ça te coûte des ronds, ça, d'ailleurs? Alors, en plus, on est 10 avocats en tout, parce qu'on est 5 accusés, et chacun a pris 2 avocats vu que le dossier est immense. Et du coup, oui, je pense que ça va coûter cher. Ça dépend. Si on est considéré coupable, à ce moment-là, il faudra qu'on paye. Sinon, c'est l'État qui paye si on n'est pas coupable. Mais probablement, ça va coûter cher. C'est peut-être autour de 100 000 euros, je sais pas. Si on parle juste du procès, du prix des avocats et du prix du tribunal aussi. Pour l'instant, t'as pas dépensé d'argent pour ta défense? Non. Pour le moment, c'est pris en charge par l'État, pour le moment. Parce que on est encore dans la période, on ne sait pas si on est accusé, quoi. Et après, si tu t'en sors, tu peux contre-attaquer pour leur demander un préjudice. C'est possible, ça. C'est possible, mais le problème, c'est que le procès il est mélangé avec plein de manifestations ensemble.
Et par exemple, il y a quand même les 2 pierres et les 2 pierres sur le canon à eau et les 2 bières sur le policier que j'avais pas réussi à toucher. Et ces choses-là, par exemple, sont des choses qui sont déjà dites considérées comme coupables. Ouais. Mais d'accord, mais franchement, combien 16 mois de prison pour 2 pierres et 2 bières. C'est clair, ouais. C'est énorme. Surtout qu'en Allemagne, t'as aucun procès contre les policiers qui ont fait des violences policières, quoi. Et t'en as plein des vidéos. Comment ça s'est passé la prison, les 15 mois de prison pour toi? Comment tu l'as vécu? Wow. Alors, au début, il y a eu les 4 premiers mois où j'étais dans un bâtiment horrible. C'est un bâtiment, le bâtiment A, il y avait que des étrangers, des gens qui parlent pas très bien allemand. Et en gros, tu restes 23 heures sur 24 en cellule. T'as qu'1 heure de balade par jour. 2 douches à 6h45 du matin par semaine. Et c'est tout l'étage qui va, t'as 4 douches, faut que tu passes à la queue leu et on est un peu blindé dans la douche, quoi. Et en fait aussi, ils te donnent pas tes affaires, en fait. Donc moi je suis arrivé, j'avais mes cartons pourtant d'affaires de France avec des habits de rechange, j'ai rien. Donc j'ai que mes affaires sur moi. Ce qui fait que quand je veux laver mon caleçon, je le lave à la douche et après je peux pas le remettre, en fait, parce qu'il est mouillé. Donc tout le monde lavait juste son caleçon sous la douche et se mettait avec son pantalon sans avoir le caleçon, quoi. Après il faut le faire sécher dans ta cellule et après seulement tu peux le remettre. Ça c'est un truc aussi qui m'avait bien énervé, quoi. Plusieurs fois j'ai demandé si je pouvais juste avoir un caleçon, comme ça au moins ça permettait de changer, mais même ça ils le font pas, quoi. Et pareil, quand ils distribuent le repas, en fait, t'as la porte qui s'ouvre, t'as le couloir, et des fois, moi, je dépasse un peu pour voir un peu ce qui se passe dehors, quoi, juste même pas à 50 centimètres, quoi. Et là, tes gardiens, ils viennent et ils te poussent, quoi, dans ta cellule, et ils te gueulent dessus en allemand, et après, ils te montrent une espèce de ligne invisible qu'il faut que tu regardes pour te dire qu'il faut pas que tu dépasses ta cellule. Enfin bref, c'est complètement des regards très noirs, très méprisants. Ce qu'il faut dire, c'est que tu as appris l'allemand pendant ta détention. J'avais déjà fait un peu à l'école, mais j'ai tout oublié. Et là, j'ai repris un peu. Mais en fait, du coup, pendant ces mois-là, j'étais qu'avec des gens qui parlaient pas allemand. Donc, on parlait anglais. Et même plus tard, j'étais en fait, il y a très peu d'Allemands qui sont en prison, dans cette prison. C'est énormément d'étrangers, de gens même qui ont souvent pas de papier ou des pauvres. Il y avait quelqu'un un Roumain aussi qui était là, parce qu'il avait volé 4 fois un pull. Et puis, pour la 4e fois, là, ils l'ont mis 6 mois ou 7 mois en prison. Et enfin, des gens vraiment avec des vies terrible, quoi, des filles effroyables. Mais ce qui est intéressant, ça je voudrais le dire, c'est que souvent c'est difficile de se rencontrer. Par exemple, si tu veux aller dans les quartiers populaires ou moi, c'est un peu compliqué parce qu'on vient pas du même milieu, c'est dur de se faire pote, tu vas pas avoir la même relation amicale que quelqu'un qui est juste né dans le quartier déjà et qui a la même situation. Et quand t'es en prison, en fait, t'as la même situation de merde, considérée comme une merde, par l'État, par les gardiens. T'étais pas dans une grande solitude en prison, t'as réussi à nouer des contacts, tu as beaucoup lu, je crois, beaucoup de gens t'ont envoyé des livres, tu t'es finalement cultivé un peu, non? Comment Alors, au début, j'arrivais à lire, mais après, j'arrivais plus à lire. J'arrivais plus à me concentrer, en fait. C'était, ça te bousille quand même le cerveau, c'est pas l'idéal. Et il y a un moment qui était assez horrible, ça aussi, je l'ai pas marqué, mais il y a un moment comme ça où je me suis dit, bon, en fait, maintenant, j'ai envie de sortir, là. Tu te dis, bon, il y a la porte, là, voilà, là, j'ai envie de sortir. Et en fait, tu peux pas, tu peux pas sortir. Il faut pas se dire ça, faut pas se dire, j'ai envie de sortir maintenant, là, parce que tu peux pas le faire. Et ça te bousille quand même le cerveau. C'est comme quand t'es gamin et on te dit d'aller dans ta chambre après que t'aies fait une bêtise. Mais genre, tu restes juste 1 heure, tu vois, dans ta chambre. Mais là, tu restes 16 mois, tu vois. Et genre, en fait, c'est horrible. Tu peux pas, tu deviens complètement dingue. Mais moi, ça m'a beaucoup, genre, pareil, je distribue aussi les caleçons aussi, parce qu'après, quand j'en avais reçu de mes parents, ils m'en envoyaient une 50aine et j'ai distribué en balade aux autres qui venaient d'arriver et qui n'avaient pas encore leurs affaires. Du coup, j'avais la renommée, à chaque fois, on m'en demandait des nouveaux caleçons. Enfin bref. J'ai pu aider pas mal de gens et ça m'a fait du bien aussi. En prison. Le fait d'avoir une relation un peu avec les autres détenus et de pouvoir s'entraider et que tu peux échanger aussi par rapport aux vies complètement dingues que les autres ils ont. Alors, en Allemagne, comment la presse a couvert et couvre cette histoire pour toi ou pour les 4 autres? J'ai vu que dans la presse alter, il y avait des papiers plutôt rares, mais enfin, je lis pas l'allemand, donc j'ai un peu de mal, mais j'ai pas l'impression qu'il y a une grosse couverture, enfin, qui est à la mesure du scandale, quoi. Non. En fait, il y a une couverture qui est assez sur la criminalisation, en fait. C'est-à-dire, mais ça, on l'avait vu même dès le début. Par exemple, au moment où il y avait les G20, il y avait des journaux allemands qui titraient La romantisation du terrorisme de gauche doit cesser, alors que le même journal, juste 2 jours, 3 jours avant, il titrait au Venezuela avec une photo d'une femme qui jette une pierre sur la police, elle est la plus belle protestataire du Venezuela. Alors que la photo avec la romantisation du terrorisme de gauche, c'était quelqu'un qui jette une pierre sur un policier à Hambourg. Donc en fait, un même acte peut être jugé comme héroïque ou comme du terrorisme, en fait. Donc ils ont vraiment créé un imaginaire. Ils sont allés jusqu'à déployer une unité armée à Hambourg, en fait, à un moment donné, avec des flingues. Pour dire, en fait, on va tirer maintenant sur les gens qui nous jettent des pierres ou des cocktails Molotov, alors qu'il n'y a même pas eu de cocktail Molotov en Hambourg. Enfin bref. Et en comparaison, c'est vrai que j'ai lu aussi la presse allemande, ils ont beaucoup attaqué la police française au niveau des gilets jaunes, des violences policières. Enfin, il y a eu des articles là-dessus. Et en voyant ton histoire,
moi, je pensais que la police allemande, et c'est vrai que j'habite pas très loin de la frontière allemande, donc je m'arrive d'aller à Saarbrück ou des choses comme ça. Je les trouve plutôt cool par rapport aux flics français, quoi. Mais quand on lit ton truc, on se dit, mais que c'est vraiment les mêmes enfoirés, quoi. Non? Alors, je pense que c'était aussi peut-être beaucoup au G20, parce que par exemple, le commandant de gendarmerie, le commandant qui a fait les opérations pendant le G20, le commandant de police, c'était quelqu'un qui était très mal connu dans des manifestations anti-nucléaires pour avoir vraiment envoyé bourrin avec des ordres bourrins. Et lui, il devait aller à la retraite et il a été appelé pour gérer le G20 à Hambourg. Mm. Et du coup, il y a eu beaucoup de débats aussi au sein de la police allemande. Très grosse critique de ce qui s'est passé, que c'était pas du tout la désescalade, enfin Oui, c'est un peu comme en France, il y a une fracture entre une police, disons, républicaine et une police moins républicaine, quoi. Enfin, tu vois le débat qu'il y a sur le racisme, etc. En Allemagne, il y a ça aussi ou moins? Alors j'ai du mal à saisir ce truc, mais je pense que c'est un débat aussi qui est là. Ouais. Il y a pas longtemps encore, il y avait quelqu'un qui voulait dénoncer ça, le fait qu'il y avait du racisme dans la police en Allemagne. Je crois qu'il y a même carrément un des représentants de l'État qui a porté plainte là récemment contre cette personne pour diffamation. Et donc la presse couvre pas tellement ça, enfin ne dénonce pas le scandale en Allemagne, et en France, c'est quasiment rien. En France, il y a rien. C'est-à-dire, en fait, surtout qu'on est avant les gilets jaunes, au moment où il y a la grosse perquise, ou le moment où je suis sous mandat d'arrêt, ou même au moment où je me fais arrêter, à vrai dire. Il y a pas grand-chose encore, je dirais, moyen de couvrir quand même cet événement, et même je fais 16 mois de prison, et il y a rien. Il y a pas même quand je suis libéré, et là, la fin, il y a la réquisition du procureur, donc pareil, tout est repris dans les médias en Allemagne. Et ce qui est juste assez intéressant, c'est que moi, en fait, du coup, j'ai fait ma déclaration, et moi, j'avais dit, parce que oui, le procès était à huis clos, ça faut le dire aussi. Il n'y avait pas de presse, pas de visiteurs qui étaient admis au procès pendant tous les moments des enquêtes. Oui, j'ai oublié de le dire. Il y a plein de choses complètement dingues qui sont passées et que j'ai envie de raconter, mais que je peux pas raconter parce que c'est pas autorisé. Donc je pourrais certainement raconter après le procès. Et j'ai des anecdotes, mais tellement drôles. Mais du coup, moi j'ai dit non, je veux parler au public. Si je fais une déclaration, je veux pas le faire à huis clos. Et le jour où je dois parler, où le procès sera rendu public, là il y a le procureur qui attaque et qui dit non, je refuse que le procès soit public. Il doit dire sa déclaration à huis clos. Et après, moi je ferai la mienne avec le public, quoi. Et en fait, parce que tous les médias avaient annoncé le plaidoyer du procureur, le procès de nouveau public, et ils voulaient que ça soit lui qui parle, genre ça y est, c'est moi, je suis le premier pendant ce gros procès, quoi. Et du coup non, en fait c'est moi qui parle, et je parle hyper longtemps, genre 1 heure, et après je veux que ça soit traduit aussi. Ouais. Ça dure 2 heures, et il a plus le temps de parler en fait, le procureur. Et du coup les médias, il y a des médias qui étaient là en mode ils ont plus rien à se mettre sous la dent, quoi, parce qu'ils attendaient le truc du procureur. Donc qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Du coup il y a plein de médias en Allemagne qui ont relayé le plaidoyer du procureur a été reporté, et ils ont rien dit sur ce que j'ai pu dire dans le tribunal. Ouais. Et après, il y a d'autres médias qui ont repris quand même un peu. Toi, tu as dit quoi à ce moment-là? C'était quoi J'ai fait donc le texte que tu as lu là, tout. Le texte, je l'ai lu au tribunal. Ouais. Mais entièrement? Entièrement, ouais. Et j'ai même failli pleurer à un moment donné où je parle du fait qu'on me disait tous les matins Morgan en prison. Enfin, ça m'a fait une thérapie aussi, ça aussi c'était ouf. Le fait de pouvoir dire les choses dans un tribunal. Mais tu peux, parce que les gens ne savent pas, mais tu peux dire un peu le sens de... Tous les matins, en fait, en prison, on ouvre ta porte à 6h45 et on te dit Morgan. En gros, ça veut dire bonjour en allemand, quoi. Du coup, tu réponds, tu dis Morgan. Et moi, je me disais, c'est cool, un petit moment d'humanité, on me dit bonjour, quoi, on me considère. Et à un moment donné, j'en ai marre quand même, parce que bon, c'est un peu énervant de dire toujours bonjour en prison, et j'ai pas envie de dire bonjour, parce que c'est toujours la même journée de merde, donc c'est plutôt un mauvais jour, quoi. Et du coup, je mets la tête sur mon oreiller, je suis en mode, non, je veux pas répondre. Et là, il commence à gueuler, quoi, Morgan! Morgan! En gros, il veut que je... Non, oui, il crie d'abord, Morgan, Morgan! Et là, je mets ma tête sur l'oreiller, après. Et là, il se barre. Tu vois, je me dis, je crois qu'il allait venir sur moi, ou qu'il fallait vraiment que je montre le respect, que je dise Morgan, tu vois. Je pense que c'est un truc de respect aussi, un peu à un moment donné. Mais en fait, non, il se barre. Et là, je me dis, non, c'est bizarre, pourquoi il s'est barré? Il m'a crié 2 fois dessus, et puis j'ai mis ma tête sur mon oreiller. Du coup, je me suis dit, c'est parce que j'ai bougé, mais pourquoi il se barre si j'ai bougé, quoi? Du coup, le lendemain, je fais un test, je rien, il ouvre, il dit Morgan, et là, je lève mon pied, quoi, comme ça, là. Et il se barre. Et là, ça m'avait fait hyper mal. J'ai eu un gros coup de, je sais pas si, quand t'as ton sang que t'entends en toi, ou t'entends tes coups de marteau là à l'intérieur. Moi, ça m'a fait ça. Et en fait, j'ai compris que on te pose la question tous les matins si t'es encore en vie, en fait. Genre, est-ce que tu t'es suicidé, est-ce que tu t'es pas suicidé? En fait, c'est ça que Morgan veut dire. On te le dit d'une manière cachée, quoi. Ah oui. Et ça, c'est horrible. Ouais. Parce qu'il s'en fout de me dire bonjour. Il veut juste savoir si je suis encore en vie. Si je lève le pied, pour lui, c'est bonjour. Moi, je dis jamais bonjour en levant le pied à quelqu'un. Enfin, je sais pas. Pendant le coronavirus, des fois, tu fais ça, mais. Et oui, donc t'as dû apprendre tous les codes de la prison par toi-même, quoi. Ça c'est le truc qui m'avait un peu fait mal. Mais après sinon j'ai pu changer après 4 mois, on avait 3 heures ouverts. Et là on se mettait à faire le jeu, le risque. Oh, vas-y, attends, je te montre très rapidement. J'ai fait ça du coup sur des plateaux de boîtes de Kellogg's en prison que les détenus ils achetaient. Et ça, c'est un plateau de risque que j'ai fait.
Ah ouais, je vois, ouais. Et tu jouais avec ça et avec tes collègues en prison? Attends, je t'entends pas par contre. Celui-là aussi, il est assez gros. T'as 2 Ouais. royaumes, enfin bref. Mais je les mettrai en photo, j'ai publié les sciences plus tard. Parce qu'en fait, dans le risque de base, tu peux que jouer qu'à 6 et on était 12. Du coup, j'ai fait des figurines après aussi avec de la farine et de l'eau. Et on s'éclatait. Et franchement, c'était trop bien. Au début, par exemple, on mangeait pas tous ensemble parce que t'as une cuisine et ceux qui avaient de l'argent, ils bouffaient entre eux et ceux qui en avaient pas, ils se démerdaient. Et moi, j'essayais de faire un peu pour tout le monde à chaque fois. Et dès qu'on se mettait à jouer au risque, vu que on faisait à manger aussi en même temps, bah des fois, on s'est dit non, mais en fait, enfin, c'était naturellement, on se disait en fait, c'est cool vu qu'on joue ensemble, bah c'est cool si on peut bouffer ensemble aussi. Et du coup, petit à petit, les gens ont commencé à mettre en commun, même ceux qui avaient plus de fric que d'autres, des détenus un peu qui étaient plus dans les trafics de drogue, qui peut-être avaient un peu plus d'argent. Du coup, on se faisait des grosses bouffes ensemble en jouant au risque, c'était trop bien. Et tes co-détenus, c'était quoi la plupart? Alors il y avait que 2 Allemands, sinon il y avait des Polonais, il y avait un Chilien qui d'ailleurs n'avait plus d'argent parce que les banques étaient détruites à un moment donné pendant les manifs. Je l'ai pas dit c'est dans la déclaration. Il n'arrivait plus à avoir de fric. Toutes les banques étaient pétées et ses parents, sa famille lui téléphonait et disait non, bah désolé, on fait la queue là, il y a l'armée qui protège la banque, on n'arrive pas à d'envoyer de l'argent. Et il y en avait un autre aussi qui était là du Rojava, un Syrien, qui s'était barré du Rojava parce qu'il voulait pas faire le service militaire obligatoire. Enfin, il avait une famille, il voulait pas se mettre dans les T'as trucs de écrit un guerre. très beau poème sur le Rojava que j'ai vu. Ah oui, tu l'as vu. Oh, Ouais, trop j'ai bien. vu. C'est rare les gens qui connaissent ça. C'est trop bien. Ça me fait plaisir que tu l'aies lu. Ok. C'est sur le site La Neige sur Hambourg, ouais. Ouais. Et sinon, il y avait aussi un Albanais. Il y a un Albanais qui a fait la Tour Eiffel avec des trucs pour se nettoyer les oreilles. Genre, il coupait les trucs de coton, après il prenait de la colle. Il voulait toujours que je lui achète de la colle parce qu'on peut qu'acheter un col de stuc par semaine. Et du coup, il a fait une Tour Eiffel. Il voulait me la donner à la fin, mais finalement, j'ai pas accepté. Mais c'est dingue. Il y avait plein de gens de ouf. Et en fait, ce qui est ouf en prison, c'est qu'on n'a pas vraiment. C'est dommage qu'on puisse pas partager avec les détenus ou vivre leur vie à un moment donné en tant que citoyen. Genre, on se dit, bah ouais, moi j'ai envie de partager un moment une journée ou deux là maintenant avec des détenus. J'aimerais vivre comme eux. Parce que ça pourrait vraiment changer plein de choses et humaniser un peu plus les détenus, parce qu'on les considère vraiment. Et juste ça, je voudrais le dire aussi très rapidement, j'ai pas vu de riches en prison, quoi. J'ai vu que des gens très pauvres. Et pour moi, en fait, ça m'a fait un titre. On dit souvent que c'est un choix individuel si tu fais quelque chose qui va aller jusqu'au délit. Mais en fait, non, c'est pas un choix individuel. Il y a des conditions sociales qui te poussent à aller au délit. Et les plus gros délits qu'on voit en prison, bah c'est pas ce qu'on pense dans les séries télévisées de gros meurtriers avec les gentils policiers héroïques. En fait, non, ça c'est moins de 5% des gens et de l'heure des assassins, la plupart des gens, c'est des gens très pauvres. Mais ce qu'il faut dire, c'est pendant ton temps de prison, on vient te chercher, on t'amène au tribunal, t'es chaque fois obligé de raconter la même chose, quoi. Enfin, je veux dire, en plus, l'histoire, elle est ridicule. Non, mais c'est là où je comprends pas. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'ils te demandent? Qu'est-ce que tu dis? Et c'est un jour sans fin. Chaque fois, tu répètes la même C'est chose. ça, ouais. Non, mais en fait, bah déjà, moi, j'ai décidé de pas parler pendant le huis clos. Je disais que je ferais une déclaration à la fin. Au moment où vous enlevez le public, je ferai une déclaration. Et du coup, non, après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de témoins. En fait, ils ont fait venir tous les témoins qui habitent dans ce quartier un peu riche pour qu'ils viennent témoigner de la journée, quoi. Et du coup, tu avais des témoignages différents. Et bon, il y en a des témoignages qui sont complètement construits, ça, je voudrais quand même le dire. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit qu'elle a rencontré quelqu'un un manifestant allemand, Black Bloc, qui lui a dit que non, 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 ce qui se passe ici, c'est pas du tout non, on veut pas ça. Et d'ailleurs, il y a des trains qui viennent de France, ils veulent foutre le feu. Enfin bref, il y avait vraiment une construction de le français autour de moi. Et des fois, je trouvais que les témoignages étaient pas du tout honnêtes, la manière dont c'était raconté. Enfin bref. Et Et donc, ils ont essayé de construire tu ça. retournes au tribunal et à un Il y a moment aussi, donné, il y avait aussi des spécialistes de l'extrême gauche qui étaient là pour parler des policiers spécialistes. Mais ils étaient des paumés, quoi. experts. Ouais, les experts, mais ils étaient paumés parce que du coup, les tribunaux essayaient de poser des questions, mais ils n'arrivaient pas bien à répondre. Mais alors, comment ça s'organise, tout ça? Ah non, bah, c'est très spontané, c'est vrai que c'est difficile à dire, c'est des gens très différents. Et donc tu es libéré, enfin, tu es placé sous contrôle judiciaire et assigné à résidence en décembre dernier, donc il y a 6 mois à peu près. Et tu t'attendais à ta sortie? Pour moi, je m'attendais quand même à un moment donné parce que ça faisait trop long. En fait, le procès était beaucoup trop long et il fallait, à un moment donné, je me disais non, mais ça peut pas, il faut qu'il. En fait, ils m'ont sorti en disant que c'était une durée qui est déjà trop longue avant que je sois condamné, premièrement. Et aussi, ils estimaient que par rapport aux faits pour lesquels je suis accusé, la durée d'incarcération est suffisante pour le moment, quoi. Et aussi, ils estimaient que je ne m'échapperais pas. Mais les autres aussi étaient en prison. Il y a les 2 autres qui ont passé aussi 9 mois dans la prison. On s'était rencontrés d'ailleurs des fois en prison. Et c'est là où j'ai appris à les connaître. Et, euh, et eux, pareil, ils étaient aussi libérés un peu plus tôt. Donc là, il y a eu les réquisitoires récemment, là, à la fin du mois de juin.
Donc ça t'a étonné Ouais, clairement. Le procureur quand il a dit 4 mois. Alors moi déjà, ce qui m'a aussi étonné, c'est que les autres détenus ont fait une défense très peu politique et beaucoup plus sur on s'excuse, ils sont même excusés de choses qu'ils n'ont pas faites. Genre par exemple, il y a des gens qui disent qu'ils étaient choqués et un peu traumatisés de ce qui s'est passé aux manifestations, des dégâts, et du coup ils voulaient s'excuser envers ces personnes-là aussi, alors que eux ils ont rien fait, ils ont marché, je veux dire. Et en fait, il y a une telle pression, un tel niveau de pression. Et eux, du coup, ils risquent 2 ans et demi et 3 ans. Et le procureur, il est carrément allé jusqu'à leur dire, quand il a fait les réquisitions, il leur a dit si je leur mets une peine aussi haute, c'est parce que pour le moment, ils n'ont pas voulu reconnaître que ce n'était pas une manifestation. Enfin, il veut carrément leur faire dire dans leur bouche, à eux, que c'est pas une manifestation, parce que ça leur pose un problème. Et ça si c'est une manifestation. La presse qui couvre le procès, ça les fait pas monter dans les tours. Il n'y a pas d'article qui vous prend votre défense ou... Non, à part un peu sur peut-être les journaux, peut-être un peu plus progressistes. Mais moi, j'ai du mal à saisir l'allemand, à comprendre ce qu'ils disent dans les journaux. Mais ils sont beaucoup plus dans de la criminalisation. Et à un moment donné, par exemple, il y avait aussi une espèce de scène un peu à un moment donné où il y a un bus et du coup, tu as toute la manif qui passe. Et il y a une personne à un moment donné à la fin de la manif qui casse juste une vitrine dans le bus. Mais la vitrine se casse pas complètement, il y a juste un peu les éclats, quoi. Et là, pareil, du coup, il y a une espèce de... Alors moi, j'estime que c'est une instrumentalisation parce que c'est beaucoup repris par les médias. Et donc, il y a le traumatisme du conducteur de bus qui n'avait pas pu travailler pendant quelques semaines après. Enfin, moi, juste, si on veut parler au niveau des traumatismes, moi, là, j'ai encore rêvé cette nuit que je me faisais arrêter par les polices. D'ailleurs, j'étais avec ma petite sœur en train de m'échapper dans la forêt. Enfin, je veux dire, je rêve une fois par mois que je me fais buter par les flics. Et je continue à rêver. Là, j'ai ma tête qui est déglinguée, en fait, pour... Souvent, on dit la justice, faut qu'il y ait une espèce de... Tu vois, de même niveau là. Bah, j'ai pas été traumatisé pour une semaine. Hein. Ça fait 2 ans et je pense que ça va être toute ma vie que je vais être traumatisé. Donc, c'est juste n'importe quoi. Ouais. Écoute, et là, donc, quand il réclame 4 ans de prison, toi, tu te dis, t'es abattu à ce moment-là ou tu trouves ça tellement dingue que... Bah, déjà, ce que j'espère, et c'est que en fait, si je suis condamné à devoir retourner en prison, je peux faire appel. Et du coup, il y a un temps d'appel avant, et ça dure 1 an à peu près. Et pendant ce temps d'appel d'1 an, je suis dehors, normalement. Et du coup, c'est ce que je me dis actuellement. C'est-à-dire que je me dis que je vais probablement pas retourner directement en prison, parce que je pourrais faire appel. Mais le procureur, ça m'a fait un peu froid dans le dos, il a demandé en fait une mise en détention directe, la remise en détention directement. Et au moment où ça a été traduit, moi j'ai pas compris. Je me suis dit ah merde, ça y est, je vais devoir retourner en prison direct là, quoi. Et après mon avocat m'a rassuré. Ce serait du coup, il y a quand même un risque. Mon avocat estime à 10% de chance que le 10 juillet, je retourne en prison directement. Et tu as de bons avocats? Enfin, t'es content de tes avocats ou... Ouais, je suis content de mes avocats. Après, on a beaucoup discuté. Moi, je leur ai dit que je voulais être dans une posture, pour moi, qui est importante d'être honnête. Du coup, c'est pas forcément très stratégique tout le temps. Genre, quand je dis, voilà, j'ai jeté des bouteilles de bière, je voulais viser les policiers, tout ça. Bon, on avait déjà eu des discussions un peu sur ce qui pourrait être intéressant de dire, mais moi, je voulais vraiment rester sur un truc honnête. Après, concrètement, j'ai l'impression que, vu ce qu'on dit ou pas, parce que les autres ont vraiment une stratégie de défense différente, essayer de s'en sortir au mieux, et de dire on voulait pas ça, on s'est barré de la manifestation, on voulait pas qu'il y ait tous ces dégâts, machin, tout ça. Mais du coup, même par rapport à ça, il reste 3 ans en fait. Donc, moi, j'ai fait un truc offensif ou pas, ça. Ouais, et tes parents ou tes amis ont essayé d'alerter la presse en France ou il y a eu Mediapart qui est venu, qui a fait un article. Moi, j'étais encore en prison. Peut-être l'Est républicain avait quand même fait un truc au début aussi. Il va y avoir le média et puis moi je vais suivre ça, mais je suis vraiment content. Oui, je suis content de faire ta connaissance. C'est assez rare de rencontrer des personnes comme toi, quoi, qui ont des convictions, qui vont au bout. Et j'imagine que derrière l'humour et la distance que tu as, il y a aussi une cassure, une douleur. Enfin, ce que tu vis est quand même peu commun. Et je trouve que là, tu fais preuve d'un grand courage. En tout cas, moi, je suis assez ému par tout ce que tu racontes et j'espère que tu vas sortir de ce cauchemar bientôt et qu'on reste en contact en tout cas. Tu as des choses à dire encore? Enfin, tu vois... Là, comme ça, là, à chaud, moi je dirais que, ouais, pour moi, il y a un point qui est très important, c'est qu'il ne faut pas abandonner son pouvoir à un représentant et il faut agir concrètement là où on est et faire quelque chose pour éviter qu'on se retrouve dans la merde. Et moi, ce qui me tracasse énormément en fait actuellement, et je me sens pas bien par rapport à ça, c'est qu'on est en train de bousiller la planète, au-delà du fait même qu'on est en plus en train d'exploiter plein de gens par le système. Et je veux dire,
on n'est pas dans une vie qui est intéressante à vivre en fait. C'est pas une vie qui est intéressante, c'est une vie privilégiée aussi, c'est une vie d'exploitation. Et tout ça, faut que ça cesse. Il faut réfléchir à quoi faire pour que ça cesse. Et moi, je pense vraiment pas hésiter à économiquement leur faire mal, matériellement leur faire mal, par des actions ou des choses. Les grosses entreprises qui polluent, une machine qui détruit une forêt, faut pas hésiter à la bousiller. Enfin moi, à la saboter. Pour moi, je pense que c'est important de le dire en fait, parce qu'on arrive à un moment donné où il va falloir clairement se mettre mettre nos corps face à l'effondrement, au risque parce que c'est même plus passionnant de vivre en fait. Moi j'aurais bien aimé vivre dans et pareil, ça aussi je trouve c'est vraiment, on n'est pas du tout dans un truc qui est dans un progrès ou avancé ou quoi que ce soit, parce que ça aurait été de laisser le choix en fait. Mais par exemple, ok, là t'es dans la civilisation capitaliste, si tu veux tu peux aller vivre maintenant dans cette autre civilisation qui est amérindienne, où ils vivent de leur coin, ils font c'est des choses, voilà. Puis c'est en gros chacun partage un peu. Mais nos trucs c'est non, on prend toute la place, on défonce toute la planète et t'as plus d'opportunité de faire autre chose. Et on te dit que c'est la meilleure manière et qu'il y a plein de progrès là-dedans. En fait non, là on est en train de tout perdre. Il y a même plus rien. On peut même pas dire qu'il y a une avancée en fait. Dès que tu sors, tu refous la merde, quoi. Ça va pas dire ça non plus, mais en gros, pour moi, disons que ça m'a pas changé. Et ils comprennent pas que ça. En fait, pour moi, si j'ai fait tout ça, c'est que j'estime qu'il n'y a pas d'avenir en fait. Et je veux pas que ça continue comme ça, le monde tel qu'il est. Je veux faire quelque chose. Et moi, je suis pas d'accord avec tous les gens qui me disent que l'homme est mauvais, on peut rien changer. Je sais qu'il y a plein de moments dans l'histoire, il y a eu des moments très beaux où les gens se sont pris en main et ont créé des zones autonomes, ont fait autre chose sans pouvoir ou en réfléchissant à un pouvoir plus local, avec des assemblées, avec des gens qui discutent entre eux. Et moi, je pense qu'on peut encore changer les choses. Ouais. Bon, bah Loïc, merci. J'espère qu'on se verra en vrai bientôt et que comme tu es à Nancy, moi je suis pas très loin, tu sais, donc on Ok, trop pourra. J'habite un petit village pas très loin de Metz, mais je suis à 40 minutes de Nancy et je vais à Paris de temps en temps quand même, mais voilà. Et là, avec le confinement, j'ai décidé de beaucoup plus travailler chez moi et je trouve que je suis plus. Enfin bref, je travaille aussi bien et ça me permet de faire des rencontres comme celle que je viens de faire avec toi ce soir, quoi. Ici, il fait presque nuit, donc là, je suis un peu dans le noir. J'ai juste un dernier truc que j'aimerais te dire aussi. Il y a une citation de Thoreau, Henri David Thoreau, que j'aime beaucoup, qui est un écrivain préféré, et qui dit « Ainsi, tout malheur n'est qu'un tremplin vers le bonheur ». Et celle-là, je la trouve très forte. Elle est pas mal. Ainsi, tout malheur est un tremplin. Je te souhaite tout le bonheur du monde.